Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour essayer en quelques minutes et en images de comprendre ce qu'est le surréalisme. Tout d'abord, je vous propose de nous intéresser à la façon dont naît ce mouvement. Le mouvement surréaliste naît après la Première Guerre mondiale. En réalité, il y a des précurseurs au XIXe siècle qui vont ouvrir la voie à l'avènement de ce mouvement, et ces précurseurs, c'est notamment le symbolisme de Baudelaire, le cubisme, le dadaïsme, etc. Il n'empêche que c'est la Première Guerre mondiale qui va être le véritable déclencheur, puisqu'elle va faire naître chez tout un tas d'artistes le sentiment que le monde est absurde et que les hommes sont irrationnels, puisqu'ils ont donné lieu à ces massacres sans nom qui ont eu lieu entre 14 et 18. C'est avec la parution du Manifeste du surréalisme d'André Breton que naît véritablement le mouvement. André Breton, dans ce manifeste, va théoriser le mouvement et il va le définir notamment comme un automatisme psychique pur par lequel on se propose d'expérimenter soit verbalement, soit par écrit, soit de toute autre manière, le fonctionnement réel de la pensée. Il y a deux choses à retenir de cette définition. La première, c'est qu'il s'agit de permettre l'expression de la réalité, de l'intériorité de l'être sans censure extérieure, bien sûr, mais également sans censure intérieure, sans que la raison ne s'en mêle. Et deuxième chose que l'on peut retenir, c'est que le surréalisme concerne la littérature, l'écrit, mais également toutes les formes d'art, notamment la sculpture, la peinture, la photographie. Les surréalistes vont avoir l'espoir de reconnecter donc l'homme avec son intériorité, et pour ce faire, ils vont s'appuyer sur trois choses principalement: le rêve, l'inconscient et l'automatisme. J'y reviens ensuite lorsque j'envisage en détail ce qu'est le surréalisme. Ce que l'on peut retenir de cette histoire du surréalisme, c'est que dès 1930, à peine 15 ans après sa naissance, le surréalisme connaît une crise. Et cette crise, elle correspond avec l'engagement très fort d'André Breton en faveur du communisme. Le surréalisme va donc se teinter de politique. Évidemment, cela ne correspondra pas à tous les artistes qui, à ce moment-là, se reconnaissent dans ce mouvement. Et il va donc y avoir scission à ce moment-là entre ceux qui suivent l'engagement politique d'André Breton et ceux qui ne le suivent pas. Et le surréalisme durera à peu près jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Il s'éteindra à ce moment-là, mais il continue à survivre encore à travers certains traits esthétiques que nous allons détailler un petit peu plus loin. Voilà pour la naissance du surréalisme, son histoire, et je vous propose maintenant d'essayer de comprendre ce qu'est le surréalisme. Les surréalistes, on l'a dit, entendent libérer l'homme du contrôle de sa raison. Il s'agit donc pour eux d'arriver à unir le réel et l'imaginaire. Et pour essayer d'arriver à atteindre cette intériorité qui est la leur, eh bien, ils vont s'appuyer sur différentes techniques. La première, très connue, c'est l'écriture automatique, c'est-à-dire on prend un stylo, on s'assoit et on écrit ce qui passe par la tête, les mots, les images, peu importe dans quel ordre, peu importe si cela a du sens ou non. La deuxième technique, c'est ce qu'André Breton appelle l'écriture sexualisée, ce qui signifie qu'André Breton rédige une partie de son œuvre pendant l'acte sexuel, considérant alors que c'est un moment propice à ce que la raison s'éteigne pour donner un peu plus libre cours à l'intériorité et au désir. Les auteurs vont également travailler sous hypnose. Ils vont pratiquer également le cadavre exquis que vous connaissez sans doute pour l'avoir pratiqué en primaire. Le cadavre exquis est un jeu littéraire qui se joue à plusieurs et qui consiste à créer une phrase à plusieurs mains sans savoir ce que les autres ont écrit. Pour être plus clair, le premier joueur va écrire un nom et son déterminant. Le deuxième joueur, sans regarder ce qu'a écrit le premier, va écrire un adjectif. Le troisième joueur va écrire un verbe. Le quatrième joueur, un COD, et enfin, le dernier joueur, un nouvel adjectif. Et cela donne des phrases qui sont assez surprenantes. Pourquoi est-ce qu'on appelle ce jeu le cadavre exquis? Eh bien parce que le premier jeu de la sorte que feront les surréalistes donnera la phrase suivante: le cadavre exquis boira le vin nouveau. Toutes ces techniques qui concernent davantage la littérature vont donner des images surprenantes et difficiles à déchiffrer. Je vous donne deux exemples. Le premier que tout le monde connaît ou presque, d'Éluard, qui est « La terre est bleue comme une orange ». Et le deuxième d'Aimé Césaire, « À même le sang, incendie d'oiseaux-feu, hérons et faucons, montés et brûlés ». Comprenne évidemment qui pourra.
Si je vous donne l'exemple d'Aimé Césaire, c'est pour vous montrer que si le surréalisme s'est arrêté avec la Seconde Guerre mondiale, l'esprit surréaliste a survécu évidemment et continue aujourd'hui encore à inspirer certains auteurs de façon sporadique. La deuxième chose que l'on peut retenir du surréalisme, c'est qu'il entend explorer des zones dans lesquelles la raison est la moins maîtresse de l'homme. Et donc les thèmes principaux des œuvres surréalistes, qu'elles soient littéraires ou non, seront le rêve, l'amour, le désir, le hasard, la folie. Troisième chose que vous pouvez retenir, c'est que les surréalistes vont remettre en question les valeurs établies et les conventions sociales. Ce seront donc souvent des œuvres provocantes, polémiques, qui vont mettre en scène des désirs sensuels, voire des désirs de destruction. Et enfin, dernière chose à retenir, il y a chez les surréalistes une immense quête de liberté. Cette quête de liberté, ils vont l'exprimer dans les thèmes qu'ils vont utiliser, mais également dans les techniques qu'ils vont employer. Et en littérature, notamment, toutes les règles littéraires vont être bousculées. Ils vont s'amuser à mélanger les genres, à mélanger les registres, à assouplir les règles théâtrales, les règles de versification et bien entendu à heurter la logique du lecteur. Sur la gauche de votre écran, vous voyez un tableau surréaliste de René Magritte, Le Faux Miroir, dans lequel vous retrouvez les 4 points que nous venons d'évoquer, c'est-à-dire se libérer du contrôle de la raison avec ce ciel extérieur qui apparaît à l'intérieur de l'individu. On est dans quelque chose qui est dans l'imaginaire et qui en même temps est dans le réel, puisque les deux éléments représentés, l'œil et le ciel, sont bien réels. C'est un tableau qui va évoquer une quête de liberté avec le grand espace de ce ciel que l'on découvre dans la prunelle de cet œil. C'est un tableau qui évoque la folie, et c'est un tableau qui, évidemment, est assez inquiétant et qui va remettre en question les conventions de la peinture, puisqu'ici on est à la fois dans quelque chose qui est représentatif et à la fois dans quelque chose qui ne représente rien de réel. J'en ai terminé avec les principaux traits esthétiques du surréalisme. Je vous propose maintenant de regarder quelques grands noms du surréalisme et vous verrez que nombre d'entre eux vous sont très familiers. Évidemment, je ne peux que commencer par André Breton, qui est le chef de file de ce mouvement, qu'il va d'ailleurs théoriser. Vous pouvez également retenir le nom de Louis Aragon et celui de Paul Éluard, que j'ai cité précédemment dans cette vidéo. Voilà pour les 3 principaux auteurs de ce mouvement surréaliste. En ce qui concerne la peinture, 3 noms. Le premier, celui de René Magritte, que nous venons de voir ensemble, avec cet œil assez étrange. Le deuxième, celui de Jean Miro, dont le tableau « Le carnaval d'Arlequin » ouvre cette vidéo. Et enfin, le dernier, Salvatore Dali, que tout le monde connaît puisque le personnage qu'il crée est aussi surréaliste que ses œuvres et que vous retrouvez en illustration dans la partie de cette vidéo qui s'occupe de l'histoire du surréalisme. Et enfin, je vous donne le nom d'un réalisateur surréaliste dont je vous conseille d'aller voir un très court métrage qui doit faire de mémoire une 30aine de minutes et qui s'appelle Un chien andalou. Et ce réalisateur, c'est Luis Buñuel. J'en ai terminé avec cette très courte vidéo qui a pour objectif de vous redonner les principaux traits caractéristiques du mouvement surréaliste. Je vous mets dans la description un lien qui vous permettra de replacer ce mouvement du surréalisme dans l'histoire littéraire. Et puisque j'en ai terminé, il ne me reste qu'à vous souhaiter une excellente journée.